Je suis quelqu'un qui se questionne énormément. Pourquoi je suis là? Quel est le sens de la vie, de l'univers? Qu'est-ce que le vide? D'ailleurs, si l'univers est en extension, bien dans quoi il se propage? Et il y a quoi derrière? Bref, j'ai toujours aimé me poser ces grandes questions. Vous savez, ces questions qui vous tiennent éveillé jusqu'à 4 heures du mat, la tête plongée dans YouTube. Mais il y a une fois où j'ai ressenti un stress pas comme les autres. Vous savez, cette sensation de peur, de tristesse, de désarroi, et je ne savais pas pourquoi. Ce n'était pas un moment de panique passager comme on peut en avoir de temps en temps, non, c'était autre chose, quelque chose de plus fort, un doute, une remise en question, non pas sur le sens de la vie, mais plus sur mon but profond et ce que j'allais faire de ma vie. Ce jour-là, j'ai pris conscience que je me questionnais énormément sur les autres, sur l'univers, mais jamais sur moi. Alors, j'ai décidé de me poser la question la plus basique, mais peut-être la plus profonde de tous les temps. Qui suis-je? Alors aujourd'hui, je suis formateur et coach, et j'accompagne l'être humain dans la transformation des pratiques en entreprise et au développement personnel. Et j'avoue, c'est compliqué d'être là devant vous en tant qu'expert, puisque quand j'accompagne mes clients, je considère que ce sont eux les experts. Tout simplement parce que notre sujet principal, c'est eux. Moi, je ne fais que leur poser des questions pour qu'ils prennent conscience des choses inconscientes qu'ils savent déjà. Dans les années 70, les choses ont beaucoup évolué au niveau de la psychologie. Le psychiatre américain Eric Berne a développé sa théorie de l'analyse transactionnelle, où les états du moi sont analysés pour pouvoir comprendre les comportements entre les humains. En développant sa théorie, un autre psychologue américain, Tybee Keller, a développé sa théorie des drivers. Pour faire simple, les drivers naissent dans notre inconscient et peuvent nous amener à avoir des comportements très positifs comme destructeurs. Il y a 5 types de drivers, et nous les avons tous en nous, à plus ou moindre mesure. Et certains vont être plus prononcés que d'autres. C'est pour ça que, dans la vie, vous allez rencontrer un monsieur fait plaisir, une madame soit parfaite, et on pourra retrouver aussi un dépêche-toi, fais des efforts, sois fort, sois forte. En gros, quand on grandit, quand on est enfant, on va grandir avec nos parents, avec notre famille, avec nos amis, avec notre environnement. Et cet environnement, il est essentiel pour nous, pour notre développement. Il va nous donner un cadre, que nous le respections ou pas. Il va nous donner des valeurs, il va nous donner une direction, une éducation. Mais des fois, cet environnement, il va nous répéter des phrases comme « Allez, dépêche-toi là, on va être en retard !» Fais un bisou à ta grand-mère, ça lui fera tellement plaisir. Et ne pleure pas. Un garçon, ça ne doit pas pleurer. Allez, fais un effort, on est bientôt arrivé. Quoi? 18 sur 20? Et pourquoi tu n'as pas eu 20? Des phrases comme ça, vous en connaissez des milliers, et il y en a des millions. Et certaines, des fois, elles vont avoir un sens caché qui vont amener un chantage transactionnel, comme, vous savez, si tu fais ci, tu auras ça. Si tu fais ce que je te demande, tu recevras de l'amour. Alors moi, le petit Emmanuel, qui devenait un parfait monsieur fait plaisir, je m'apercevais qu'à chaque fois, je faisais plaisir à mon papa, à ma maman, je recevais des gestes d'affection et d'amour. Alors, j'ai gravé dans mon inconscient, dans ma mémoire, que faire plaisir apportait de l'amour et le regard des autres. Ce qui est intéressant, c'est que ces petites phrases qui vont se répéter, de petit à petit, on va les intégrer. Et selon l'effet qu'elles vont faire à notre entourage, on va en faire un programme inconscient. Abracadabra, le driver est installé. Ce qui est intéressant, c'est que ce driver, pour ce petit Emmanuel, il va lui être utile, puisque grâce à lui, il va recevoir de l'amour et de l'affection, et c'est important pour lui, c'est important pour grandir. Malheureusement pour lui, le petit Emmanuel, à l'âge adulte, il va continuer à utiliser ce driver.
Il va continuer à faire plaisir à tout le monde, il va faire plaisir à ses copains, il va aller à toutes les soirées, quitte à faire 3 soirées en un soir. Il ne va pas dire non, de peur de ne plus être aimé. Il va faire passer les autres avant lui, quitte à se sacrifier, parce que pour lui, c'est ça l'amour et l'amitié, n'est-ce pas? Comme l'a dit Jung, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera notre vie, et vous appellerez ça destin. Mais il y a des choses qui ne nous appartiennent pas vraiment. Au fur et à mesure que j'avance dans la vie, je me rends compte que j'ai des désirs inconscients qui me parcourent, comme le fait de vouloir être seul, chose que je ne me suis jamais autorisée. Je veux être en couple, mais l'attachement me fait peur. J'ai peur de construire quelque chose, de sauter dans l'inconnu. Alors, ces genres de choses-là, elles arrivent de petit à petit. Ce qui va perturber les choses, c'est qu'on va avoir des peurs. Et ces peurs-là, on va les transmettre à nos enfants, à nos parents. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en tant que parents, malheureusement, on va transmettre des peurs et des croyances à nos enfants. Il y a 4 types de peurs. Les peurs évolutives, les peurs de l'évolution, les peurs de conditionnement, d'apprentissage et d'observation. En gros, pour faire simple, donc c'est un vaste sujet, mais si je vous donne des exemples, je vais me faire mordre par un chien, l'émotion dégagée va être telle que, tout au long de ma vie, je vais avoir peur des chiens. Ça, c'est ce qu'on appelle une peur par conditionnement classique. Une situation du passé va venir provoquer chez moi une peur généralisée tout au long de ma vie. On va avoir les peurs par apprentissage. Un parent qui va répéter à son enfant encore et encore que le feu est dangereux. En tant qu'enfant, je vais avoir peur du feu sans même avoir fait connaissance de la brûlure. Une étude de 91 a montré qu'entre 76 et 96% des enfants suivis ont vu apparaître de l'anxiété et de la peur du feu sans même y avoir été confrontés. Enfin, on a les peurs par observation, des peurs qui sont modelées par l'observation des autres. Une des études les plus probantes a été faite avec des singes, malheureusement, en laboratoire, où des macaques ont appris à avoir peur, justement, des serpents en regardant des vidéos d'autres singes qui ont peur de serpents dans la nature. 3 mois après, ces peurs n'avaient pas diminué. Alors, je vous laisse réfléchir à l'influence qu'ont les médias sur nous et sur notre quotidien. Enfin, bref, des peurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, on en a plein. Moi, ce qui m'a aidé, c'était de me poser et réfléchir à justement ce qui ne m'appartenait pas et ce qui m'appartenait. Et ensuite, j'ai essayé d'accepter, j'ai essayé de comprendre et de pardonner. On a tous des moments de doute, de peur. On fait tous des erreurs et en fait, c'est OK. C'est d'ailleurs tristement ironique que ces choses-là, que nous avons tous et que nous vivons tous quotidiennement, sont exactement les choses qui, des fois, nous font ressentir que nous sommes seuls, isolés et différents. On a tous le droit d'être parfaitement imparfaits et d'être heureux. D'ailleurs, une des raisons de cette insécurité, je pense, c'est que nous ne sommes pas réellement conscients de nos besoins profonds. Que ce soit dans notre cadre social, dans notre vie pro, vie perso, au sein même de la famille. C'est du moins moi ce que je constate avec les personnes que j'accompagne dans mon quotidien au travail. Tout commence par une simple question. De quoi avez-vous besoin pour être heureux et productif au travail ?
Vous seriez surpris de voir à quel point une question aussi simple peut être compliquée à répondre. Alors je vous propose un exercice. Donnez-moi 10 critères qui font de vous une personne heureuse au travail. Ok, donnez-moi 5 critères. Maintenant, je vais vous demander de vous noter sur ces critères. De 1 à 10. 1 étant bien la note la plus basse, 10 la plus haute. 1 pourrait être un peu, 10 beaucoup. Et ensuite, je vais vous demander, que pouvez-vous faire? Quelle action pouvez-vous poser pour passer à la note supérieure? Quand? Où? Comment? Si nous faisions vraiment cet exercice ensemble, et je vous invite à le faire, je vous dirais que ce qui est essentiel, c'est de comprendre que ma vision des choses va être différente de votre vision des choses. Mes 10 critères vont être différents de vos 10 critères. Je sais, vous allez me dire, je vous dirai, est-ce que vous en êtes vraiment conscient? Il y a un tel gap entre prendre conscience et savoir. Donc si vous faites cet exercice, vous pourrez travailler sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Vous pourrez vous sortir d'une situation, améliorer cette situation en fonction de vos propres besoins et vos propres critères. Et si vous n'avez pas, ou si vous ne savez pas quoi dire, ou si vous n'avez pas de réponse, peut-être que vous êtes en souffrance et qu'il faut changer de travail. Comme disait Marshall Rosenberg, la souffrance et la violence, quelle que soit leur forme, sont des conséquences de besoins insatisfaits. Une des plus grandes leçons que j'ai apprises grâce à la mort de mon père, c'est que nous jugeons trop facilement les autres sur leurs actes et non pas sur leur intention. Et cela sans même les connaître. En parlant de mon père, je voulais qu'il fonctionne comme moi. Je voulais qu'il m'embrasse comme moi je l'aurais fait. Je voulais qu'on partage du temps comme moi je l'aurais fait. Mais je n'ai jamais pris ce temps-là de le comprendre, de comprendre qui il était, de comprendre son histoire. Heureusement, juste avant qu'il nous quitte, j'ai eu cette chance de parler avec lui. Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'une tape sur l'épaule voulait dire « je t'aime ». J'ai compris qu'un jouet qui m'offrait d'un avion de guerre, donc je m'en fichais complètement, voulait dire « je pense à toi ». J'ai compris que dans les moments où il me parlait, alors qu'il ne parlait plus à personne, ça voulait dire « j'ai confiance en toi ». Ces choses-là, malheureusement, nous n'avons pas vraiment conscience. Se mettre à la place de l'autre, essayer de le comprendre. Sans le savoir, nous pensons que tout le monde pense comme nous. Or, ce n'est pas le cas. Tout le monde a sa vision des choses, a son histoire, a ses valeurs, a ses façons de comprendre et de communiquer qui sont différentes. Se remettre en question, se remettre à la place de l'autre est essentiel. L'auto-questionnement, par exemple, est un outil puissant. Il permet, de mieux se comprendre et de mieux appréhender la partie de vous qui vous reconnaît tel que vous êtes. Si je parle des émotions, par exemple, se questionner sur les émotions est source d'apprentissage énorme. Elles font partie de nous. Nous les vivons quotidiennement. Nous allons repousser, nous allons nous énerver, nous allons insulter, sans comprendre même l'origine de l'émotion. Comprendre cette origine est essentiel, parce que les questions nous parlent, les émotions nous parlent, elles nous transmettent des messages. Donc comprendre le déclencheur de cette émotion permet de, encore une fois, mieux se comprendre et de mieux appréhender les situations futures. Malheureusement, elles ont tendance à obscurcir notre jugement. Nous les ressentons tellement fort que nous pensons qu'elles nous définissent. Or, ce n'est pas le cas. Réfléchissez à ceci. La personne qui est en colère n'est pas sa colère. La partie de vous qui reconnaît votre colère n'est pas en colère. La partie de vous qui reconnaît votre tristesse n'est pas triste. Alors, écoutez cette partie de vous, celle qui reconnaît, et vous serez enfin sur le chemin pour répondre à la question « Qui suis-je » Merci.